avec la France Design Week ce soir. Donc, qui aujourd'hui, la première fois, met les pieds à la briqueterie? Pour de vrai? Ça fait beaucoup. Donc, du coup, je dois expliquer la briqueterie. J'ai pas appris le pitch par cœur, mais la briqueterie, c'est un lieu, donc comme vous avez pu le voir en arrivant, effectivement, avec cette grande cuisine, qui permet d'accueillir des entrepreneurs, des freelances dans la tech, dans le design, donc tout profil confondu pour pouvoir travailler ensemble dans une ambiance décontractée. En plus de ça, il y a un petit chapeau effectivement qui est sous forme d'agence avec justement une collaboration entre pairs. Et du coup, ça permet de créer des binômes, des trinômes justement avec les différentes compétences pour pouvoir répondre ensemble à des besoins et des projets clients. Et donc du coup, tout ça, c'est sous le chapeau de la briqueterie. Agence marketing. Donc c'est principalement effectivement sur des sujets grosses, market, produits. C'est pour ça que du coup, on a fait des cycles de conférences, donc avec Pastis Grosse, Pastis Tech, Pastis Design et Pastis Maker. Donc du coup, qui sont des cycles de conférences pour pouvoir venir vous inspirer, venir parler de nos expertises. Et du coup, moi, je suis Aurélien. J'ai fondé une agence qui s'appelle Atrium, et du coup, une agence de design plutôt d'expérience utilisateur. Et du coup, on est en collaboration avec la briqueterie sur les sujets de Pastis Design. Je représente aussi l'association Marseille Design Méditerranée ce soir, justement, avec la France Design Week, où du coup, c'est un événement national qui a lieu tous les ans, et du coup, ça a commencé en 2020. Donc, c'était une décision du gouvernement qui c'était de se dire, le design est très peu représenté en région. On entend beaucoup parler du design à Paris, notamment en septembre, il y a la Paris Design Week. Et donc, du coup, on a fait des assises avec le gouvernement et avec le ministre de la Culture, justement, pour justement essayer de trouver des solutions pour faire rayonner le territoire sur les enjeux de design. Et donc, il y a un label qui a été initié, qui a été inventé, qui est du coup le label France Design Week. Et comme son nom ne l'indique pas, ça dure un mois et ça dure pas une semaine. Parce que entre designers, on ne sait pas se mettre d'accord, ce que commence une semaine ou un mois. Mais du coup, ça permet effectivement de rayonner tout le mois de septembre. On a la chance dans la région d'avoir aujourd'hui 25 événements, du coup de Nice, de Arles, de Marseille, Aix, jusqu'à Toulon. Donc il y a vraiment effectivement toute la région presque qui est représentée aujourd'hui sur le territoire avec les enjeux du design. C'est encore de manière assez bénévole, mais c'est l'association APCI qui est une association, on va dire, nationale qui coordonne tout ça. Et donc c'est pour ça que cette année on a les petits flyers, on a un petit peu de contenu pour justement permettre de s'améliorer d'année en année. Et si vous voulez organiser des événements, c'est faisable l'année prochaine, parce que du coup la date on va lancer à début d'année la date de l'appel à candidature qui sera finie en juin pour justement l'année prochaine de janvier 2024. Du coup. Donc du coup il faut regarder le site internet. Normalement on communique beaucoup sur ce sujet-là, donc n'hésitez pas. Ce soir on va parler d'omnicanalité. À qui ça parle ce gros mot? Moins de main de levée. Du coup, justement, c'est un sujet qu'on a voulu aborder parce que c'est pas forcément un mot courant dans le milieu du design, mais c'est un mot plutôt courant dans le milieu du marketing. Et donc, du coup, on a voulu raccrocher effectivement ces deux wagons pour justement parler plutôt de parcours client, parcours utilisateur, mais du coup, sous cette forme d'omnicanalité. Et donc, ce soir, du coup, on accueille 3 intervenants. Donc, Diana qui va nous parler en premier sur ces sujets-là, Christophe, et moi je t'interviendrai à la fin pour donner un petit contexte, un petit exemple. Voilà. Entre les conférences, on va y avoir des petites séances de questions-réponses. En général, on n'en prend pas beaucoup, on en prend 3. La consigne d'une question, c'est elle commence par une majuscule, elle finit par un point d'interrogation. Gardez ça en tête, vous verrez que certaines questions ne terminent pas par un point d'interrogation, et donc du coup c'est important d'avoir une vraie question pour qu'on puisse répondre nous sur scène. Voilà, du coup je vous souhaite une bonne conférence et une bonne écoute, et puis on se revoit après pour pouvoir s'hydrater. Salut à tous, ravi d'être là ce soir. Donc c'est un sacré challenge pour moi parce que c'est une première. Merci. J'ai vraiment mis tout mon cœur dans la réalisation de cette conférence, donc j'espère que vous ressortirez
enrichi et satisfait de la soirée. Donc, je me présente, je suis Diana Savio, Product Designer et fondatrice du studio TrigUp. J'accompagne les entreprises ambitieuses à donner vie à leurs idées en créant des produits dotés d'une expérience utilisateur réussie et d'une identité forte. Je suis également formatrice à l'outil Figma pour ceux qui sont designers. Je ne sais pas s'il y en a ce soir. Oui? Ok. Et mentor en product design. J'ai une question pour vous. Combien d'entre vous ont déjà été confrontés au défi d'intégrer un produit dans un écosystème omnicanal existant? Ok, cool. Donc, imaginez une marque connue qui vend un produit physique, vous missionne pour créer une application mobile connectée à ce produit physique. Donc là, vous posez plusieurs questions. C'est par exemple, pourquoi créer une application mobile? Quel est l'objectif de cette appli? Est-ce que ça répond à un besoin existant? Et comment assurer que l'expérience utilisateur soit de qualité et aussi cohérente avec les autres canaux existants? Donc la problématique que nous allons explorer ce soir, c'est comment... Non, juste, est-ce que je peux avoir une définition de omnicanal? On va y aller. Ouais, merci. Merci. Pardon. La problématique qu'on va explorer ce soir, c'est comment intégrer avec succès un nouveau produit dans une stratégie omnicanal en veillant à ce que l'expérience utilisateur soit au cœur de nos préoccupations. Vous avez 5 minutes. Voilà, merci. Bonne soirée. Donc, une brève définition de ce qu'est l'omnicanalité. Donc, c'est une stratégie qui vise à offrir une expérience utilisateur harmonieuse et cohérente entre les différents canaux de communication existants. Donc, ça peut être les réseaux sociaux, un site e-commerce, une application mobile dans des magasins physiques, une newsletter. Donc, l'objectif est vraiment de créer une continuité dans l'interaction avec le client. Il y a des avantages pour les entreprises, c'est une augmentation des ventes, parce que qui dit plusieurs canaux, dit forcément on touche à plusieurs clients de plusieurs façons, donc forcément augmentation des ventes. Fidélisation de la clientèle, si on propose une bonne expérience, les clients reviendront. Optimisation du stock, donc ça permet aux entreprises d'avoir une vue unifiée des stocks sur les différentes plateformes, que ce soit magasin physique, application mobile, site e-commerce. Et collecte des données précieuses, on peut collecter des données sur les profils, sur le comportement des usagers. Il y a un biais cognitif qui rentre en jeu, qui s'appelle le biais d'exposition. Donc c'est un phénomène psychologique selon lequel les gens ont tendance à développer une préférence pour les choses pour lesquelles ils sont exposés de manière répétée. Donc en fait ici, chaque interaction avec un canal, c'est une nouvelle occasion d'exposer le client à une marque. Donc ça renforce l'image de la marque, ça renforce la confiance et fidélise les clients. Il y a aussi des avantages pour les usagers. La flexibilité du choix du canal, un utilisateur qui préfère passer par une appli plutôt qu'un site ou inversement. Une expérience fluide, par exemple, un utilisateur qui commence à mettre des produits dans son panier sur site e-commerce veut terminer ses achats sur mobile, il peut tout à fait le faire. Une expérience personnalisée. Comme je disais tout à l'heure, les entreprises récoltent des données intéressantes sur les usagers. Donc, du coup, ils peuvent proposer des offres ou des produits en fonction des profils. Et un gain de temps aussi pour les utilisateurs parce que les utilisateurs peuvent voir la disponibilité, par exemple, d'un produit sur le site internet avant de se rendre en magasin. Mais méfie, comme on dit chez nous, il y a des pièges à l'intégration d'un produit. Je fais bien le méfie, non? Méfie. Ouais. Donc, négliger la cohérence entre les canaux, des éléments graphiques qui diffèrent, des offres qui diffèrent, de la manière de s'exprimer qui diffère, ça peut créer de la confusion pour les usagers. Sous-estimer l'expérience utilisateur, bien sûr, proposer des produits qui ont une mauvaise ergonomie, une interface pas du tout intuitive, ça crée de la frustration. Omettre des problèmes techniques, erreurs de synchronisation, si par exemple je commence mon panier sur mobile et sur desktop, sur mon site e-commerce, j'ai pas les mêmes produits qui sont synchronisés ou qui aient des bugs,
ça affecte l'expérience. Et ignorer les retours des utilisateurs. Pareil, si vous avez par exemple sur vos interfaces des outils qui permettent de récolter des avis ou des bugs et que derrière vous ne prenez pas en compte les retours des usagers, eh bien, vous perdez leur confiance. Donc vous comprenez l'importance de comprendre les besoins et les parcours des utilisateurs. Et quand on parle de parcours utilisateur et d'expérience, il y a deux modèles qui sont intéressants sur lesquels on peut se baser. C'est le modèle de Turing et Molk. Donc ici, sur ce modèle-là, on parle des qualités pragmatiques et hédoniques qui sont combinées et qui génèrent une évaluation globale de l'attractivité du produit et qui sera à l'origine des conséquences comportementales et émotionnelles des utilisateurs. Donc quand on parle d'expérience utilisateur, on parle d'interface, de facilité d'apprentissage, on parle d'émotions qui sont ressenties à l'utilisation, mais on parle aussi de design, d'esthétique et de symboles et l'aspect motivationnel. Il y a aussi un modèle qui est intéressant et qui apporte une notion de temporalité. C'est le modèle de Karpanos. Sur ce modèle-là, on peut voir qu'en fait, un produit n'est pas adopté du jour au lendemain. Ici, on peut voir que c'est en 3 phases. Il y a une phase d'orientation où l'usager va se familiariser avec le produit. Ensuite, une phase d'incorporation où là, il va y avoir une dépendance fonctionnelle où en fait, l'usager va commencer à prendre, à voir le produit quotidiennement et à utiliser les fonctionnalités du produit. Et il y a un dernier aspect qui est l'attachement émotionnel où là, le produit est accepté dans la vie de l'utilisateur. Et donc, du coup, c'est l'identification. C'est la dernière phase. OK, mais concrètement, on fait quoi? Alors, il est important, quand on intègre un nouveau produit, de cadrer les parties prenantes. Cadrer l'équipe pour que tout le monde soit aligné et que ça réduise les incohérences et les malentendus. Comment on fait ça? On organise des ateliers de co-création, on organise des points réguliers où on a des objectifs pour être toujours aligné sur ces objectifs et les priorités, et on fait des feedbacks réguliers avec les parties prenantes. Ce qui est important aussi, c'est de collecter et d'intégrer les retours utilisateurs. Pourquoi? Parce que ça offre vraiment des informations précieuses d'avoir les retours des utilisateurs pour améliorer et toujours dans cette optique d'avoir une bonne expérience utilisateur sur les produits. Comment? On se transforme en Sherlock. On va aller faire des interviews. On parle à nos utilisateurs et on utilise un outil pour recueillir les feedbacks et on les partage toujours aux parties prenantes pour toujours être alignés. Faire des tests utilisateurs réguliers, c'est important aussi. Pourquoi? Parce que ça permet d'identifier des points de friction et d'améliorer l'expérience. Comment? On définit les objectifs du test, les types de tests. On met en place des sessions de tests à chaque étape clé pour valider la solution. On fait des tests sur wireframe. Ça enlève le biais du design qui peut manipuler l'utilisateur. Donc les wireframes, pour ceux qui savent pas, c'est structure minimaliste comme vous pouvez voir sur la gauche, qui est le design pur, je veux dire l'interface sans design, pardon, je me suis embrouillée. Ensuite, on met en place, on essaye, c'est un peu complexe parfois, de mettre en place un design system. Alors, qu'est-ce que c'est un design system? C'est une documentation qui est la source de vérité où là, vous pouvez trouver tous les éléments de design qui facilitent la collaboration entre les parties prenantes, entre les équipes et qui accélèrent le processus de création d'un nouveau produit. Comment on fait ça? On définit les fondamentaux, les couleurs, les typos, les icônes. On crée des composants réutilisables, des boutons, des formulaires, des cartes. On documente et on rédige des directives claires pour chaque composant et on met à jour et on réitère sur ce design system. Un autre point important, c'est rester à jour. Pourquoi? Parce que le monde est en réelle évolution constante. Et rester à jour est très important. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de la veille, adopter des outils pratiques, exploiter l'IA, toujours dans cet système de process fluide. Ok, mais est-ce que tu as un exemple? Bien sûr. Qui suis-je? Oui, bien, c'est rapide.
Donc Decathlon, yes, ils ont réussi à créer une synergie entre leur magasin physique et leur plateforme numérique, notamment grâce à leur appli qui permet d'acheter en ligne, de scanner des produits pour avoir des informations supplémentaires dans les magasins, d'avoir des tutos, de conserver l'historique des achats en magasin, mais aussi en ligne sur son application Mon Compte. Ils ont aussi un service qui est le retrait de commande, qui est intéressant parce qu'on peut aller voir si un produit est disponible dans le magasin d'à côté et aller retirer le produit en question au drive en moins d'1 heure. Donc là, expérience utilisateur plutôt pas mal. Et ils ont un design system qui s'appelle Vitamine, qui est très complet et qui sert vraiment de référence, de cohérence visuelle et fonctionnelle, et qui englobe tous les composants de toutes leurs interfaces. Je vais y aller. Donc, vous l'avez compris, qui dit nouveau canal, dit nouvelle opportunité et nouveaux défis, un peu comme moi ce soir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je suis active sur LinkedIn et Instagram, si vous souhaitez me suivre. 15 minutes? Alors, est-ce qu'il y a 3 questions? Moi, on peut parler après aussi, hein. On peut parler en privé. C'est pas obligé, on peut parler après, s'il faut, si c'est pas obligatoire. Oui. Moi j'avais une question, c'était par rapport au test utilisateur. Bonsoir. Salut. C'est par rapport au test utilisateur sur le screenshot qu'il y avait avec le wireframe justement. Oui. Il y avait une espèce de heatmap sur le wireframe. Oui. C'est des tests qui sont faits avec de l'eye tracking ou ce genre de choses ou, Alors ici, c'est surtout au niveau de la souris. Ok, d'accord. Ouais, c'est la souris ici. Ok. Ouais. Et l'outil en question, c'est Maze. M-A-Z-E. Ok. Merci. C'est une bonne question. Et une deuxième question. J'en ai une, c'est quand tu arrives dans un endroit où c'est déjà pas unifié entre les canaux existants, Oui. tu vas en créer un autre. Oui. Comment tu fais pour arriver avec un design system pour aligner les autres qui sont existants? Yes, c'est un challenge que je suis en train de faire actuellement avec un client. Et ben, du coup, partie prenante, tu fais des points réguliers. Déjà, je me permets de te tutoyer. Ce que je fais, c'est que j'interroge déjà les équipes pour voir ce qui existe, comment c'est lié entre eux. Et après, on fait des points et je leur conseille d'aller plutôt vers là parce qu'il y aura un gain de temps. C'est un gain d'argent pour eux aussi. Il y a plusieurs points positifs à mettre en avant pour les aider dans ce sens-là, quoi. Ça répond ou pas? Ça va? Ok, parfait. Et du coup, par rapport à ton métier designer produit, le lien avec ce que nous faisons par rapport à l'UX et tout ce qui est du coup web design, Oui. par rapport toi à ton métier aujourd'hui. Donc là, ma question c'est quel est le rapport du coup avec le design numérique et le design produit dans cette présentation? Alors, c'est du design produit numérique. Ok. Et du coup, ah oui. Design produit numérique, effectivement, qu'est-ce qu'un produit dans le numérique, s'il te plaît? Alors, un produit dans le numérique, c'est une application mobile. C'est un site internet e-commerce. C'est des interfaces numériques en pensant global, c'est-à-dire expérience utilisateur, test, design. Voilà, c'est le product design, ça englobe tout ça. L'UX et l'UI. Si ça te parle plus, UX, UI. C'est un terme qui est rentré dans. Voilà. Pardon. À Marseille. Non. Oui, c'est une approche UX UI, mais on parle produit, on parle global. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, on faisait beaucoup d'itérations, et du coup, on écoutait trop les clients des fois, et donc du coup, ça faisait des produits qui s'empilaient les uns avec des fonctionnalités qui s'empilaient. Et du coup, là, le but, c'est de penser à un produit unique, et après, on va le vendre. Et du coup, on écoute un peu moins tout ce qui nous englobe pour justement construire vraiment une chaise, un site. C'est vraiment ça le jeu. Et d'arriver à lier dans cette stratégie omnicanal, le tout. Merci. Merci à vous beaucoup.